Well, tonight the calls for justice continue. Shanquella Robinson's family once again pleading for her suspected killers to be arrested. Robinson died during a trip to Mexico, and a medical examiner said the cause was a broken neck. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une affaire tragique qui a secoué l'opinion publique. Shanquella Robinson, une jeune américaine de 25 ans, meurt dans des circonstances mystérieuses au cours d'un luxueux voyage entre amis au Mexique. Ce qui semble d'abord être un malheureux accident pourrait bien cacher une réalité bien plus effroyable. Ses amis ne seraient-ils pas aussi ses meurtriers ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails choquants de cette histoire. Préparez-vous à découvrir les révélations incroyables qui entourent cette affaire, une affaire qui continue de faire la une des médias et de susciter de nombreuses interrogations. Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête. Des vacances mortelles. Au départ, l'histoire a tout du récit de vacances de rêve. Les faits se déroulent dans un décor idyllique, la station balnéaire de Cabo San Lucas, dans l'état de Basse-Californie, à l'extrême nord-ouest du Mexique. Tout y est pour se détendre et profiter. Une délicieuse cuisine mexicaine aux légères influences américaines, le soleil, la chaleur, des paysages incroyables et variés puisqu'on y trouve autant la plage que la montagne. Cabo San Lucas est orienté vers le tourisme de luxe et la détente, offrant une atmosphère calme et aussi sophistiquée. C'est ici que le 28 octobre 2022, Shanquella Brenada Robinson, 25 ans, pose ses valises accompagnée de 6 amis, 3 hommes et 3 femmes. Le groupe d'amis s'apprête à séjourner dans une villa haut de gamme à 1 300 $ la nuit, la Villa Casa Linda au numéro 32. Le séjour commence dans la sérénité, mais tout part en vrille le lendemain, le 29 octobre 2022. Le matin, Shanquella téléphone à sa mère, Salamandra. Elle est toute heureuse d'être au Mexique, de se reposer enfin. Sa mère lui répond par « Ok, amuse-toi bien, je t'aime, je te parlerai demain ». Une phrase en soi banale, qu'on a tous dit au moins une fois à un proche. Mais à cet instant, Salamandra est loin, très loin de se douter que c'est la toute dernière fois qu'elle parle à sa fille. Car ce jour-là, vers 14 h, le centre médical américain de Cabo San Lucas, l'hôpital local le plus proche, reçoit un appel d'urgence provenant de la villa. L'une des résidentes aurait fait un malaise. L'interlocuteur au bout du fil qui appelle l'hôpital est paniqué et demande l'intervention urgente d'un médecin. 1 heure plus tard, le docteur Carolina Beatriz Ornelas Gutiérrez arrive sur place. On lui désigne au loin une femme allongée dans le salon. Et cette femme, c'est Shanquella. Elle a l'air vraiment mal en point. Son état de vigilance est fortement altéré. Elle semble être dans un état de semi-conscience. Elle n'arrive pas à parler et respire difficilement. Afin d'établir rapidement un diagnostic et de prendre en charge la victime, le médecin demande aux amis de Shanquella ce qui lui est arrivé pour qu'elle finisse dans un état pareil. Le groupe explique que depuis la veille, Shanquella abuse de la bouteille et qu'elle souffre sûrement d'une intoxication alcoolique. En tout cas, vous l'aurez compris, l'état de la malade n'est pas du tout rassurant et le docteur Ornelas Gutiérrez craint qu'elle ne fasse un coma éthylique qui pourrait lui être fatal. Elle souhaite organiser le transfert de la malade à l'hôpital, mais elle est confrontée au refus catégorique du groupe. Non, 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 ils ne veulent pas que la jeune femme soit admise à l'hôpital, ils préféreraient qu'elle soit soignée dans la villa. Le médecin cède, reste donc sur place et essaie de lui prodiguer des soins. Elle lui fait entre autres une injection intraveineuse sans qu'on ne sache vraiment ce qu'elle lui a injecté, je n'ai pas trouvé l'information. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'état de Shanquella ne s'améliore pas, pire, il s'aggrave. Aux alentours de 16 h, elle fait une sorte de crise d'épilepsie. Elle perd connaissance, tous les muscles de son corps se raidissent d'un coup, puis elle est prise de violentes secousses, de convulsions. Son cœur s'emballe et quand la crise se termine,
le médecin se rend compte que son cœur s'est arrêté. À 16h49, une ambulance est dépêchée de toute urgence. Tout est fait pour réanimer Shankwela. Un massage cardiaque, des injections d'adrénaline, l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque, mais malheureusement, le personnel médical n'arrive pas à réanimer Shankwela, qui est officiellement déclarée morte à 17h57. Les 6 amis semblent sous le choc, quoique tout s'est enchaîné tellement vite. Ils ont quand même du mal à croire qu'ils viennent d'assister impuissants au décès de leur ami. Suite à la constatation de ce décès, la procédure veut que la police vienne quand même jeter un coup d'œil sur les lieux du drame. C'est ainsi que 2 policiers municipaux se rendent à la villa, l'agent Omar et l'agent David. Ils interrogent les témoins, font un rapide tour des lieux et sans surprise, ils rédigent vite fait bien fait un rapport de police concluant à la mort accidentelle de Shankwela Robinson suite à une intoxication alcoolique. Ce rapport de police est transmis aux autorités américaines qui donnent l'information aussi à la famille de la victime et ce n'est qu'une histoire de temps et de paperasse, mais l'affaire est sur le point d'être classée. Là, je sais ce que vous allez me dire, mais Morgiane, ok, la mort de Shankwela est certes tragique, mais bon, de là à en faire une vidéo, enfin, on est sur une chaîne de true crime quand même. Eh bien, attendez, patience, patience, car si à cet instant précis, les divers protagonistes pensent que tout est terminé, en réalité, ça ne fait que commencer. Une autopsie qui sème le doute. Shankwela Robinson est morte alors qu'elle passait des vacances avec des amis au Mexique. Sa mort est déclarée comme accidentelle, mais tout se retrouve remis en question une semaine plus tard, le 4 novembre 2022, lorsque le rapport d'autopsie est rendu public. Le médecin légiste mexicain, le docteur René Adalberto Galvan Oseguera, ne fait aucunement mention d'une quelconque intoxication alcoolique ni d'arrêt cardiaque. Lui, il parle, je cite, d'une mort accidentelle ou violente. Selon lui, la cause du décès serait plutôt d'origine traumatique. Shankwela aurait subi une grave lésion à la moelle épinière et une luxation de l'atlas, qui est la première vertèbre cervicale sur laquelle repose le crâne, donc au niveau de la nuque. Elle aurait subi des violences physiques 12 heures avant sa mort. Sa hanche gauche est sérieusement amochée, elle présente aussi des ecchymoses sur une des mains. Elle a des blessures à la paroi thoracique qui, pour le coup, sont sûrement consécutives à la procédure de réanimation d'urgence. Vous le savez, parfois, quand on fait un massage cardiaque à quelqu'un, il peut y avoir des lésions au niveau du thorax, certains ont même des côtes cassées. Mais bon, entre être réanimé et avoir les côtes cassées ou mourir, je crois qu'on serait tous d'accord pour être réanimé. Une deuxième autopsie sera pratiquée cette fois-ci aux États-Unis. Là, le médecin légiste ne décrit pas de lésions à la moelle épinière, mais parle de lésions cérébrales et d'une hémorragie due à un traumatisme crânien. Le médecin américain ne parvient pas à déterminer la cause de la mort. Quoi qu'il en soit, à la lumière de ces nouvelles informations, on comprend que la victime aurait eu la nuque brisée, ou du moins qu'elle aurait reçu de violents coups à la tête. Alors, est-ce que les amis de Shankwela ont-ils menti? Et s'est-il passé quelque chose de grave dans le huis clos de cette villa? Et auraient-ils ensuite menti pour se couvrir les uns les autres? Vous allez le voir, quand on creuse un peu plus les déclarations des membres du groupe, on se rend vite compte qu'il y a anguille sous roche et que les 2 policiers, Omar et David, venus le jour du drame, auraient dû, d'une façon ou d'une autre, avoir des suspicions, mais ça n'a pas été le cas. Effectivement, les versions rapportées ne coïncident pas. Certains racontent que c'est la femme de ménage qui a trouvé Shankwela inconsciente. Pour d'autres, non, c'est un membre du groupe qui l'a trouvée. Tantôt, elle a été retrouvée allongée sur son lit, tantôt, non, elle était par terre, voire même sur une chaise. Certains disent que c'est le concierge qui a appelé le médecin, d'autres affirment que c'est faux. Il est fait mention d'une intoxication alcoolique, mais l'un des membres du groupe parle d'une bagarre. Bref, ils étaient tous là, présents, mais on dirait qu'ils n'ont pas du tout assisté à la même scène, et on est d'accord, c'est très suspect.
Et puis, on peut légitimement s'interroger. Pourquoi avoir refusé le transfert de Shankwella à l'hôpital et avoir insisté auprès du médecin pour qu'elle soit soignée dans la villa? Le groupe a une explication toute faite. Les frais d'hospitalisation ne seraient pas pris en charge par leur assurance voyage et ils auraient dû payer plusieurs milliers de dollars de leur poche si la jeune femme avait été admise à l'hôpital. Une explication qui, après vérification, s'avérera totalement fausse. L'assurance voyage couvrait bien les frais d'hospitalisation. Et puis, excusez-moi, quand on tient à une personne, on pense d'abord à tout faire pour la sauver plutôt que de se dire que ça va coûter de l'argent. Avant d'aller plus loin dans cette affaire, il est temps d'en apprendre plus sur Shankwella et sur ses 6 amis, surnommés par la suite dans les médias les Cabot Six. Et c'est comme ça que je vais aussi les appeler à partir de maintenant. Shankwella et les Cabot Six. Shankwella Robinson naît et grandit à Charlotte en Caroline du Nord aux États-Unis. Elle sort diplômée de la West Charlotte High School et intègre la Winston-Salem State University. Elle est une personne dynamique et ambitieuse et rêve de devenir une businesswoman. Elle veut renvoyer cette image de la femme forte et indépendante. Et elle ne perd pas de temps, car à l'âge de seulement 25 ans, elle concrétise déjà ses ambitions professionnelles puisqu'elle gère à la fois une entreprise de vente de vêtements et possède aussi 2 salons de coiffure, Exquisite Kids, destinés aux enfants et spécialisés dans le tressage des cheveux afro. Shankwella est aussi très active sur les réseaux sociaux où elle partage régulièrement ses réussites professionnelles et ses moments de vie. Selon son entourage, elle est une personne joyeuse, pleine de vie et extrêmement attachée à sa famille, particulièrement ses parents, Salamandra et Bernard Robinson, qui l'ont toujours soutenue dans ses projets. Au moment où Shankwella décide de partir au Mexique, elle travaille beaucoup, alors elle décide de prendre du temps pour elle, faire une escapade relaxante, se ressourcer et se couper un peu du stress du quotidien. Elle part là-bas avec 6 amis. En fait, plus précisément, il y a une seule personne avec laquelle elle est vraiment amie, un certain Khalil Cook. Les 5 autres sont plus des connaissances que de vrais amis. Des gens vivant près de Charlotte qu'elle aurait rencontrés au cours de ses études à l'université ou via les réseaux sociaux. Parmi eux, il y a 3 femmes, Dejanay Jackson, gardez bien son nom en tête, Alice Yatt et Winter Donovan. Il y a aussi 2 hommes, Malik Dyer et Nazir Wiggins. Les 6 amis / connaissances de Shankwella étaient tous présents lors de ses derniers instants de vie. Tous prétendent qu'elle s'est saoulée jusqu'à s'intoxiquer puis en mourir. Mais quel crédit peut-on accorder à ces gens qui, après avoir assisté à la mort de l'une des leurs, ne semblent pas perturbés plus que ça par le terrible événement? Sunny Jessil Popoka Milan, le concierge présent sur place, raconte qu'à l'annonce du décès de Shankwella, il est sorti de la villa pour laisser les Cabot Six se recueillir et exprimer leur peine en toute intimité. Mais il se trouve qu'il a été surpris. Au lieu d'entendre des pleurs, des cris de tristesse, il a plutôt entendu des éclats de rire. Et peu de temps après, le groupe agissait comme si de rien n'était, allant même jusqu'à lui demander de leur réserver un moyen de transport pour aller dîner au resto. Visiblement, le tragique événement ne leur a pas le moins du monde coupé l'appétit. Finalement, les Cabot Six quittent le Mexique un jour avant la date prévue du départ, sans prévenir les autorités mexicaines, un peu comme s'ils voulaient quitter le pays en catimini. Une vidéo choquante. Quand le rapport d'autopsie du docteur Galván Oseguera est traduit et transmis aux autorités américaines le 4 novembre 2022, les parents de Shankwella tombent de haut. Leur fille aurait donc pu être tuée. Le doute est là. Salamandra et Bernard sont prêts à tout pour obtenir justice pour leur fille. Et à partir de là, d'autres éléments vont venir accentuer le doute. Le 19 novembre, lors des funérailles de la jeune femme, qui se tiennent dans sa ville natale, à Charlotte, Salamandra ouvre le cercueil et jette un dernier coup d'œil à sa fille pour lui faire ses derniers adieux. Et là, c'est le choc pour la mère, car le visage de sa fille est dans un état épouvantable.
Ses yeux sont tuméfiés, elle a de gros bleus au visage et sa lèvre est complètement éclatée. À cet instant, la mère a une certitude que sa fille a bel et bien été tuée, mais elle n'a pas de preuves concrètes à soumettre aux autorités pour leur demander de rouvrir l'enquête. Cependant, une nouvelle preuve fait surface et va faire l'effet d'une bombe. Les Robinson ont vent d'une vidéo compromettante qui circulerait parmi les étudiants de l'université de Winston-Salem et qui aurait été publiée sur Twitter par 2 journalistes mexicains qui ont décidé d'enquêter quand même sur l'affaire car elle leur paraissait suspecte. Voici la vidéo en question. Alors attention, mise en garde, parce que cette vidéo montre des faits de violence. Alors vraiment j'insiste, si vous ne vous sentez pas de la regarder, avancez jusqu'au timecode indiqué en bas de l'écran. La scène se passe dans une chambre entre 7h ou 8h du matin le 29 octobre. On y voit Shankwella complètement dénudée, jetée au sol et qui subit de nombreux coups de pied et des coups de poing de la part d'une autre femme qui sera par la suite identifiée comme étant Desjaney Jackson, une des membres du groupe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi 2 autres personnes qui sont identifiées, des hommes qui assistent à l'agression sans pour autant bouger le petit doigt, si ce n'est pour filmer la scène et la montrer en direct aux compagnons de Desjaney Jackson qui est à l'autre bout du fil en live. À un moment, on entend une voix d'homme dire à Shankwella « Peux-tu au moins te défendre ?» Ce à quoi elle répond non. Il faut savoir que la jeune femme est une personne calme selon son entourage, pas violente ni bagarreuse, d'où le fait qu'elle n'ait pas en fait réussi à se défendre face à son agresseuse. Avec cet enregistrement, les Robinson ont enfin la preuve qui leur permet de demander officiellement aux autorités mexicaines et américaines de rouvrir l'enquête sur la mort de Shankwella. Ils lancent la procédure judiciaire via leur avocate, Sue Ann Robinson, qui n'a rien à voir avec leur famille, même si elle a le même nom, et ils ouvrent une cagnotte GoFundMe pour récolter des fonds pour les aider à payer les divers frais juridiques. Grâce à cette cagnotte, ils récolteront près de 400 000 $, une somme conséquente, preuve que l'affaire de Shankwella, qui a failli passer aux oubliettes, commence à beaucoup faire parler au sein de l'opinion publique et surtout auprès de la communauté afro-américaine. Le Mexique et les États-Unis, via le FBI, rouvrent les investigations. Un soulagement pour les parents de la victime qui ne dure pas bien longtemps puisque le 12 avril 2023, le FBI déclare qu'après l'analyse du dossier, il n'y aura pas d'accusation criminelle et que l'enquête est close car, je cite, « les preuves disponibles ne justifient pas de poursuite. Comme dans tous les cas, nous sommes prêts à examiner les nouvelles informations liées à l'enquête si elles deviennent disponibles. » Au Mexique, c'est différent puisque la procédure se poursuit, une enquête est ouverte pour féminicide. Et c'est très important parce que dans certains pays, justement, comme le Mexique, le féminicide est vraiment considéré comme un crime à part. C'est presque même une circonstance aggravante à un homicide volontaire. C'est différent par exemple en France où un féminicide est traité et jugé comme un homicide volontaire lambda. Ce n'est pas une particularité. Le procureur mexicain, Daniel de la Rosa, émet même un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne qui fait partie des Six Cabo Six sans que son identité ne soit rendue publique, mais qu'on suspecte très fortement d'être Desjaney Jackson, l'auteur de l'agression sur la vidéo. Finalement, cette enquête mexicaine ne donne rien, étant donné que le Mexique a émis un mandat d'arrêt contre Desjaney Jackson, mais que les États-Unis refusent de l'extrader au Mexique. Finalement, cette enquête ne donne rien et finit elle aussi par être classée ou du moins mise sur pause puisque les Américains refusent l'extradition de Desjaney Jackson vers le Mexique pour qu'elle y soit jugée. Et depuis, ça va peut-être vous frustrer autant que moi, on n'en sait pas plus et il ne se passe plus grand-chose.
Malgré les obstacles, la famille Robinson continue son combat pour la vérité. Les parents de la victime ne comptent pas lâcher l'affaire de sitôt. D'ailleurs, Salamandra a lancé une procédure judiciaire auprès de la Cour supérieure du comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord, pour coups et blessures, complot, blessures volontaires et détresse émotionnelle à l'encontre de sa fille. Elle réclame 25 000 $ à chacun des Cabot Six, soit un total de 150 000 $. En mars 2023, les Robinson ont écrit une longue lettre destinée à Joe Biden pour demander justice pour leur fille en autorisant l'extradition de Desjaney Jackson vers le Mexique pour qu'elle y soit enfin jugée. Je vous mets le lien vers cette lettre en barre d'infos. Vous y trouverez aussi joint en annexe le rapport d'autopsie ainsi que des transcriptions de témoins. L'affaire n'avance plus vraiment, mais je ne manquerai pas de vous tenir informé s'il y a du nouveau. Cette histoire concernant une victime qui se fait tabasser devant des témoins dans l'indifférence totale me fait vaguement penser à l'affaire Saltana dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne. Je suis toujours outrée de la façon dont la violence peut parfois être banalisée, comme si frapper quelqu'un n'était qu'un simple jeu sans conséquence. Et pourtant, ça n'a rien d'un jeu, c'est dangereux. Et pour preuve, Shankwella y a laissé la vie. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, à me suivre régulièrement et à me laisser toujours des commentaires sympas. Merci infiniment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez au sujet des Cabot Six. Moi, je suis persuadée que c'est vraiment l'agression du matin du drame qui a précipité les événements et que, d'une façon ou d'une autre, les 6 membres du groupe sont tous responsables de ce qui s'est passé, peut-être à des degrés différents, mais ils ont une culpabilité là-dedans, que ce soit l'agresseuse ou les autres membres du groupe, tout simplement pour leur indifférence devant la bagarre, ou même leur silence et leur mensonge au moment où ils ont été interrogés et où ils auraient pu rétablir la vérité. Car ne pas dire la vérité, c'est aussi finalement être complice. J'ai une grande admiration par contre pour la famille Robinson, le courage, la dignité dont ils font preuve face à cette tragédie. Une grande pensée pour eux en espérant qu'ils trouveront les réponses qu'ils cherchent pour leur permettre de retrouver un semblant de paix intérieure et qu'ils puissent plus ou moins passer à autre chose, même si on sait qu'avec ce genre de drame, la page n'est jamais vraiment tournée et les blessures ne sont jamais vraiment pansées. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!